Très bien. Nous avons le plaisir de recommencer de commencer cette deuxième journée du colloque sur la métaphysique du temps. Le premier intervenant ce matin est Guillaume Bucchioni, qui est un fidèle du groupe d'études métaphysiques du Collège de France et qui a fait son doctorat en philosophie à l'université d'Aix-en-Provence et qui continue à donner des charges de cours, notamment en logique et en métaphysique, à cette université d'Aix-Marseille Université. Ses recherches sont essentiellement en métaphysique contemporaine, donc en ontologie, en méréologie, et puis avec les liens avec la logique. Il s'intéresse également à la métaéthique. Et son exposé aujourd'hui s'intitule « Le pluralisme ontologique et l'ontologie du temps ». Merci beaucoup. Alors, je souhaiterais remercier tout d'abord le professeur Tiercelin, Alexandre Declos et Sophie Grand-Cyr pour leur invitation, vraiment, et pour cette organisation. Donc, aujourd'hui, ce que je vais essayer de présenter, c'est un peu dans la même veine que celle de Nick Effingham hier, c'est-à-dire une théorie du temps alternative à l'éternalisme et au présentisme. Alors, l'ontologie du temps est aujourd'hui dominée par deux théories incompatibles qui, pour reprendre l'appellation de Naine-Marcossian, sont la théorie dynamique du temps d'un côté et la thèse de l'espace-temps de l'autre. Chacune de ces théories peut être vue comme la conjonction de trois thèses. La théorie dynamique du temps est la conjonction du présentisme, de la théorie A et du tridimensionnalisme, ou aussi appelé endurantisme, et la thèse de l'espace-temps est la conjonction de l'éternalisme, de la théorie B, et du quadridimensionnalisme, aussi appelé perdurantisme. Alors, chacune de ces théories a ses propres problèmes, et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est que dans un premier temps, je vais présenter rapidement, on en a parlé hier, donc je vais essayer d'être assez rapide, je vais essayer de présenter chacune de ces théories. Ensuite, l'argument ou le problème principal que rencontre chacune de ces théories. Et ensuite, je présenterai la thèse que j'appelle le pluralisme temporel, qui est une thèse en ontologie du temps qui, à ma connaissance, n'a aucun partisan, pour l'instant. Et pour ce faire, je vais présenter d'abord la notion de mode d'être, et ensuite, je présenterai cette thèse. Alors, les deux théories en ontologie du temps, elles sont définies, comme je vous l'ai dit, par la conjonction de trois thèses, et donc je vais examiner ces trois thèses en couple. Le premier couple, c'est présentisme, éternalisme. Donc le présentisme, c'est la thèse selon laquelle le présent est ontologiquement privilégié par rapport au passé et au futur. Selon le présentiste, tout ce qui existe existe au temps présent. Les entités passées et futures n'existent pas. A contrario, l'éternalisme, c'est la thèse qui nie le caractère ontologique privilégié du présent sur le passé et le futur. Selon l'éternaliste, les entités passées et futures existent tout autant que les entités présentes. Alors on peut comprendre cette distinction entre ces deux thèses en reprenant la distinction proposée par Le Bihan entre exister et exister tout court. L'éternaliste et le présentiste vont tous les deux accepter que le passé n'existe plus et que le futur n'existe pas encore. Cependant, ils seront en désaccord sur cette façon d'interpréter cette affirmation. Pour l'éternaliste, le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore, car le passé et le futur existent tout court dans une localisation temporelle différente de la localisation présente. Donc pour l'éternaliste, le temps se comporte comme l'espace, de la même manière que certaines entités n'existent pas ici, comme la ville de Manchester ou Donald Trump, mais existent là-bas. Des entités comme les dinosaures ou les bases humaines sur Mars n'existent pas présentement, mais existent tout court dans le passé et dans le futur. Il n'y a pas de privilège ontologique existentiel du présent. Pour le présentiste, à l'inverse, il y a un privilège ontologique. Manchester et Donald Trump existent bien, mais les dinosaures et les bases humaines sur Mars n'existent pas tout court, car ces entités ne sont pas présentes. Alors, la théorie dynamique du temps accepte le présentisme, et la thèse de l'espace-temps accepte l'éternalisme. L'autre distinction à faire, c'est entre théorie A et théorie B.
La théorie A est la théorie selon laquelle il existe de véritables propriétés temporelles, les propriétés A, comme être passé, être présent ou encore être futur. Selon ces théoriciens, la réalité est intrinsèquement temporelle. Les entités, alors que ce soit des objets, des faits ou des événements, instancient des propriétés temporelles. Nous dirons par exemple que l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française est un fait qui instancie la propriété être passé. Le premier pas de l'homme sur Mars est un fait qui instancie la propriété d'être futur. La théorie B est la théorie selon laquelle il n'y a pas de propriété A, de propriété temporelle, mais uniquement des relations temporelles qu'on appelle les relations B, comme être antérieur, être simultané ou encore être postérieur. Donc le passé, c'est ce qui est antérieur à une certaine localisation dans le temps, le futur est ce qui est postérieur à une certaine localisation, et le présent est ce qui est simultané à un certain point de vue dans la dimension temporelle. Donc selon ces théoriciens B, la réalité est atemporelle. Il n'y a pas de faits temporels, mais uniquement des faits atemporels liés par des relations temporelles. L'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française n'instancie pas la propriété d'être passé, mais c'est un fait atemporel qui instancie la relation d'être antérieur au fait que, par exemple, je suis en train de parler. D'accord ? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, comme elle a montré le professeur Le Pointvin hier, c'est que les propriétés A sont celles qui permettent le changement. Donc le changement nous est donné par le fait qu'un événement ou qu'une entité possède successivement les propriétés temporelles d'être futur, puis présent, puis passé. Sans ces propriétés, c'est-à-dire uniquement à l'aide des relations, il n'y a pas de changement. C'est pour ça que souvent on affirme que les théoriciens B pensent que le changement n'existe pas. Donc les présentistes plus les théoriciens A forment une théorie selon laquelle, ou acceptent une théorie selon laquelle la réalité est intrinsèquement temporelle et les entités qui existent instancient la propriété d'être présent. A l'inverse, l'éternalisme plus la théorie B forment une théorie selon laquelle la réalité est atemporelle, les entités qui peuplent le monde n'instancient pas de propriété A, mais uniquement des relations d'antériorité, de simultanéité et de postériorité. La dernière distinction importante entre ces deux théories concerne la persistance dans le temps des objets. La théorie dynamique du temps accepte la thèse qu'on appelle le tridimensionnalisme, selon laquelle un objet persiste par endurance si et seulement si il est présent tout entier à différents moments. Par exemple, la bougie endure si et seulement si la bougie est elle-même présente tout entière à T, le matin lorsque je la pose sur l'étagère, et est aussi présente tout entière à un moment différent T', plus tard, dans l'après-midi, quand je reviens. Et la notion d'être présent tout entier doit être comprise en comparaison avec une autre notion, avec la notion perdurantiste, d'être présent en partie, c'est-à-dire la notion de partie temporelle. Selon le quadrimensionnalisme, un objet persiste par perdurance si et seulement si il a des parties temporelles à différents moments. Donc la bougie perdure si et seulement si la bougie a une partie temporelle à T le matin et une autre partie temporelle à un moment différent, T', et c'est la totalité des parties temporelles de l'objet qui forment cet objet. Donc maintenant, on peut caractériser, avec ces définitions très rapides, on peut donner une caractérisation plus précise de la théorie dynamique du temps et de la thèse de l'espace-temps. Pour la théorie dynamique du temps, le temps est complètement différent des dimensions de l'espace. Le temps possède une direction intrinsèque. Les objets physiques ne possèdent pas de parties temporelles, mais uniquement des parties spatiales. Il y a de véritables propriétés temporelles qui assurent le passage du temps. Et il y a une distinction ontologique essentielle entre le présent et les autres moments. Pour la thèse de l'espace-temps, le temps est sur plusieurs points similaire à l'espace. Il n'y a pas de direction intrinsèque du temps. Les objets physiques ont des parties temporelles en plus de leurs parties spatiales. Il n'y a pas de propriété A. Il n'y a pas de passage du temps. Et il n'y a pas de distinction ontologique entre le présent, le passé et le futur. Ok. Alors, chacune de ces théories pose problème. Le problème principal que rencontre la théorie dynamique du temps est qu'elle semble être en contradiction avec la théorie de la relativité, et comme l'a montré le professeur Le Pointvin hier aussi, avec
l'argument de McTaggart, mais je vais me concentrer sur le problème concernant la théorie de la relativité, alors que le problème principal de la thèse de l'espace-temps est qu'elle nie l'existence du passage du temps et que par conséquent elle semble être en contradiction avec les données de l'expérience sensible et avec le sens commun. Alors, j'expose très rapidement ces deux problèmes. La contradiction entre la théorie dynamique du temps et la théorie de la relativité provient du fait que, selon la théorie de la relativité, il n'y a pas de simultanéité absolue. Le temps est relatif au système de coordonnées ou référentiel dans lequel on se trouve. Ce qui a pour conséquence que la simultanéité n'est pas absolue. Deux événements peuvent être simultanés dans un référentiel et successifs dans un autre. Ceci étant dû à une différence dans le temps lui-même et non à une différence de vitesse. Par conséquent, s'il n'y a pas de simultanéité absolue, il ne peut y avoir de propriété A absolue. En d'autres termes, être présent, tout comme être futur ou être passé, ne sont pas des propriétés intrinsèques des événements. Il n'y a pas de fait objectif de la forme E est présent ou E est passé. Et les partisans de la thèse de l'espace-temps en concluent, pour la plupart, que la théorie dynamique du temps est intenable. Le problème que rencontre d'un autre côté la thèse de l'espace-temps concerne le passage du temps, ou pour le dire autrement, le changement. Le changement, comme l'a montré McTaggart, ne nous est pas donné par les relations B, mais uniquement par les propriétés A. Un événement ne peut changer quant à ses relations temporelles qu'il possède avec les autres événements, puisque celles-ci sont des relations permanentes. Si l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française est antérieure au premier pas de l'homme sur Mars, elle a été, elle est et elle sera toujours antérieure au premier pas de l'homme sur Mars. McTaggart a montré qu'un événement ne change que sous un unique aspect. Il a commencé par être un événement futur, puis il est devenu, après chaque moment, un événement d'un futur plus proche, et enfin, il a été présent. Après cela, il est devenu passé, et le restera à jamais, bien qu'après chaque moment, il s'éloigne dans un passé de plus en plus lointain. Donc il est nécessaire, pour avoir le changement, d'accepter l'existence des propriétés temporelles. Les théoriciens B, en niant l'existence des propriétés temporelles, nient l'existence du changement. Cependant, le changement est une caractéristique de notre expérience et il doit faire partie de la réalité. Donc les partisans de la théorie dynamique du temps en concluent que la thèse de l'espace-temps est incorrecte ou intenable. Donc voilà pour la présentation des deux grandes théories ontologiques du temps que nous avons aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais présenter la thèse que j'ai appelée le pluralisme temporel, et pour ça, j'aimerais dire un mot, une caractérisation des modes d'être. Alors, le pluralisme ontologique, c'est la thèse sur laquelle il y a différents modes ou façons d'être. Cette thèse a été développée par McDaniel et aussi par Turner. Vous avez les références dans la bibliographie à la fin de l'exemplier. Dire qu'il y a différents modes d'être ne revient pas simplement à dire qu'il y a différents types de choses, mais plutôt qu'il y a des choses qui existent dans un sens différent. À l'inverse, le monisme ontologique est la thèse sur laquelle il y a un unique mode d'être, c'est-à-dire que toutes les choses existent de la même façon. Alors, pour comprendre un peu la différence entre ces deux théories, on peut partir de la notion de structure ontologique que j'emploie ici dans un sens non technique. Acceptons que la réalité possède une structure ontologique, c'est-à-dire un ensemble de propriétés, de relations et de lois liant des entités. Et acceptons aussi qu'il existe différentes catégories ontologiques, comme par exemple celles des objets concrets, des objets abstraits, des substances, des accidents, etc. La thèse du monisme ontologique peut être comprise comme la thèse sur laquelle il y a une et unique structure ontologique, et les différentes catégories ontologiques sont des divisions de cette structure. Il y a une seule façon d'être pour les entités, à savoir appartenir à la structure ontologique, bien que ces entités puissent avoir des natures différentes, à savoir appartenir à des catégories ontologiques différentes. La thèse du pluralisme ontologique peut alors être comprise comme la thèse selon laquelle il y a plusieurs structures ontologiques.
À l'intérieur de chaque structure, toutes les entités existent de la même façon, mais des entités appartenant à des structures ontologiques différentes existent de façon différente. Cela signifie qu'à chaque structure ontologique correspond un mode d'être. Nous ne devons pas cependant identifier les notions de catégorie ontologique et de structure ontologique. Une même structure ontologique peut contenir différentes catégories ontologiques. Et dans ce cas, ces entités de nature différente existent de la même façon. Alors, si on veut formuler d'une manière un peu plus technique ou plus précise le pluralisme ontologique, on peut utiliser, depuis les travaux de McDaniel et Turner, deux notions. La notion de quantificateur restreint sémantiquement primitif d'un côté et la notion d'expression naturelle de l'autre. Alors, acceptons d'abord que le sens général d'être est adéquatement capturé par le quantificateur existentiel non restreint de la logique formelle. En plus de ce quantificateur, il existe des quantificateurs restreints. Un quantificateur restreint est un quantificateur qui ne quantifie que sur un certain sous-ensemble de ce sur quoi quantifie le quantificateur non restreint. Nous pouvons alors distinguer deux types de quantificateurs restreints, les sémantiquement complexes et les sémantiquement primitifs. Alors, un quantificateur restreint sémantiquement complexe, c'est un quantificateur qui est définissable à l'aide du quantificateur non restreint et d'un prédicat restrictif. Par exemple, on peut construire le quantificateur restreint « il existe B », qui ne quantifie que sur des entités blondes, par exemple. Alors, il existe B, un X tel que X est un enfant, pourra être défini comme suit. Il existe un X tel que X est un enfant et X est blond. Les quantificateurs restreints sémantiquement complexes sont arbitraires dans le sens où ils sont des restrictions arbitraires du quantificateur non restreint. Il est possible de construire une infinité de ces quantificateurs. Et d'autre part, il y a des quantificateurs restreints sémantiquement primitifs. Ce sont des quantificateurs qui ne peuvent subir une telle réduction. Eli Hirsch propose la définition suivante. Il semble parfaitement intelligible de supposer qu'il peut aussi y avoir des quantificateurs sémantiquement restreints, c'est-à-dire des quantificateurs qui, à cause des lois sémantiques implicites du langage, sont restreints dans leur domaine de façon particulière. Si les quantificateurs d'un langage sont sémantiquement restreints, ils sont toujours limités dans leur domaine en regard du contexte conversationnel. Si on prend un exemple, on prend le quantificateur restreint « il existe A » qui ne quantifie que sur les entités abstraites, alors si ce quantificateur est sémantiquement primitif, il existe AX, un X tel que X est un nombre, ne peut être réduit à il existe un X tel que X est une entité abstraite et X est un nombre. Donc les quantificateurs sémantiquement primitifs ne sont pas des restrictions arbitraires du quantificateur non restreint. Ce sont ces quantificateurs-là qui vont représenter les modes d'être. Ben Kaplan les appelle des quantificateurs élites. Selon ces quantificateurs sont des expressions qui découpent la nature à ses jointures et permettent aux métaphysiciens de découvrir la ou les structures ontologiques de la réalité. Donc, nous devons trouver un moyen de découvrir quels sont ces quantificateurs. Et McDaniel et Turner vont utiliser la notion d'expression naturelle. Alors, David Lewis a développé une notion de propriété et relation naturelle. Lewis distingue deux types de propriétés, les propriétés rares et les propriétés abondantes. Les propriétés rares sont ce qu'il appelle les propriétés naturelles. Petite citation. Leur partage forme la similitude qualitative, elles découpent au niveau des articulations, elles sont intrinsèques, elles sont très spécifiques, elles sont suffisantes pour caractériser complètement et sans redondance les choses. Les propriétés rares ne sont qu'une partie, une très petite minorité des propriétés abondantes. Quand une propriété appartient à la petite minorité, je l'appelle une propriété naturelle. Alors ce type de propriété, les propriétés naturelles, les propriétés rares, est censé fonder la similarité objective des entités et sont les propriétés et relations qui permettent de découper la nature à ses jointures réelles. Donc si on considère deux propriétés, la propriété P1, avoir la charge moins 1, la propriété P2, avoir la charge moins 1 ou être un grand écrivain.
Et considérons que les électrons possèdent P1 et P2, et que Michel Houellebecq possède P2. La différence est qu'avoir la charge moins 1 permet de rendre compte de la similarité objective de deux électrons, alors que la propriété avoir la charge moins 1 ou être un grand écrivain n'entraîne pas la similarité objective de Michel Houellebecq et de l'électron. Nous dirons alors que P1 est une propriété naturelle, alors que P2 ne l'est pas. Ou encore que avoir la charge moins 1 découpe la nature à ses jointures, alors qu'avoir la charge moins 1 ou être un grand écrivain est une simple disjonction de propriétés. Selon Lewis, cette notion de naturalité admet en plus des degrés. Autre citation, il serait probablement préférable de dire que la distinction entre propriétés naturelles et autres admet des degrés. Quelques propriétés sont parfaitement naturelles, d'autres, même si elles peuvent avoir quelque chose de disjonctif ou d'extrinsèque, sont au moins naturelles de manière dérivée, dans la mesure où elles peuvent être atteintes par des chaînes simples de définissabilité à partir des propriétés parfaitement naturelles. Par exemple, bien que la propriété être un atome d'hydrogène et la propriété être un atome d'hydrogène ou aimer Bob Dylan ne sont pas des propriétés parfaitement naturelles, la propriété être un atome d'hydrogène est plus naturelle que la propriété être un atome d'hydrogène ou aimer Bob Dylan. À partir de là, Sider a montré, dans son livre intitulé modestement « Writing the Book of the World », cette notion de naturalité peut être appliquée au langage lui-même ou aux expressions que contient ce langage. Dans ce cas, certaines expressions sont plus naturelles que d'autres. Les expressions naturelles sont celles qui découpent la réalité à ses jointures. De la même manière, nous dirons qu'un quantificateur existentiel restreint ou quantificateur élite est naturel s'il découpe la réalité à ses jointures et non s'il est une simple restriction arbitraire du quantificateur existentiel non restreint. L'exemple, par exemple, il semble évident, enfin je l'espère, que les quantificateurs restreints, il existe A et il existe C, qui quantifient respectivement uniquement sur les entités abstraites et uniquement sur les entités concrètes, sont plus naturels que des quantificateurs, il existe MR ou il existe TE, qui quantifient respectivement sur les entités moches ou rouges, ou uniquement sur les entités triangulaires ou qui respirent sous l'eau. Okay. Les modes d'être sont donc exprimés par les quantificateurs élites, qui sont les expressions qui découpent la nature à ses jointures. On peut donc formuler la définition suivante des modes d'être. Il y a des modes d'être ou des façons d'être, si et seulement si il y a plus d'un quantificateur élite. Ok. Maintenant, à l'aide de cette notion de mode d'être, j'aimerais présenter la thèse, et en venir à la présentation de la thèse du pluralisme temporel. Alors, la thèse que je vais présenter, c'est qu'il y a deux modes d'être fondamentaux. Un mode d'être atemporel, que nous pouvons représenter par un quantificateur élite quelconque, et un mode d'être temporel, que nous pouvons représenter par un autre quantificateur élite. Alors, j'utilise le terme d'atemporel, mode d'être atemporel, pour désigner un mode d'être dans lequel il n'y a pas de changement. On peut alors distinguer ce mode d'être atemporel d'un mode d'être non temporel, qui serait celui, par exemple, des objets abstraits qui existent en dehors du temps. Donc, McDaniel, Baker, Ruder Baker, ou encore Grenon et Smith ont proposé, chacun à leur façon, une théorie dans laquelle il y a des modes d'être temporels différents. La différence entre le pluralisme temporel, c'est-à-dire la thèse que je présente ici, et leur théorie, c'est que les deux modes d'être, le mode d'être temporel et le mode d'être atemporel, recoupent une distinction ontologique qui, selon moi, est fondamentale, à savoir celle, d'un côté, qui concerne les êtres conscients et les entités qui dépendent de l'esprit, et celle de l'autre, les êtres indépendants de l'esprit. Le mode d'être atemporel est le mode d'être des entités indépendantes de l'esprit. Ces entités ne possèdent pas de propriété A, mais sont liées entre elles par des relations B. Elles sont des entités quadridimensionnelles. Le mode d'être temporel est le mode d'être des entités conscientes et des entités qui dépendent de l'esprit. Ces entités possèdent de véritables propriétés A, plus précisément la propriété d'être présent, et sont des entités tridimensionnelles. Donc, selon le pluralisme temporel, la réalité possède deux structures ontologiques.
La réalité indépendante de l'esprit est entièrement constituée de relation B. Elle ne subit aucun changement. La réalité temporelle, possédant des propriétés A, est soumise au changement et est celle des êtres conscients et des entités qui en dépendent. Chaque structure est représentée par un quantificateur élite et les entités des catégories ontologiques appartenant au mode d'être atemporel ne peuvent pas appartenir au mode d'être temporel, et inversement. De ce fait, chacun des deux quantificateurs ne peut quantifier que sur une partie propre de ce sur quoi quantifie le quantificateur non restreint. De plus, il est aussi possible d'accepter que chacun de ces deux quantificateurs obéit à une logique qui lui est propre, et par conséquent, que les entités appartenant à ces deux modes d'être obéiront à des ontologies formelles différentes. Le quantificateur, il existe alpha, par exemple, qui est le quantificateur du mode d'être atemporel, ne peut quantifier que sur les entités indépendantes de l'esprit. La logique de ce type de quantificateur sera une logique atemporelle. De même, l'ontologie formelle fondée sur cette logique sera atemporelle. Si on accepte que, par exemple, pour reprendre l'exemple de Effingham, les régions d'espace-temps, ou alors le stuff, forment une catégorie ontologique appartenant au mode d'être atemporel, l'ontologie formelle s'appliquant à ce type d'entité sera par exemple la mérologie extensionnelle classique, qui est, comme tout le monde le sait, atemporelle et non modale. Et la logique qui fonde cette ontologie formelle sera par exemple la logique standard des prédicats ou l'ontologie de Leschnevsky. D'un autre côté, il existe tôt qui, par exemple, serait le quantificateur du mode d'être temporel, ne peut quantifier que sur les êtres conscients et les entités qui en dépendent. La logique de ce type de quantificateur sera une logique temporelle, et l'ontologie formelle fondée sur cette logique sera temporelle. En acceptant par exemple que les objets ordinaires, tels que les téléphones, les micros, ce genre de choses, forment une catégorie ontologique appartenant au mode d'être temporel, l'ontologie formelle s'appliquant à ce type d'entité sera par exemple la mérologie temporelle, développée par Bittner et Donnelly. Et la logique qui fonde cette ontologie formelle sera une logique temporelle, ou l'ontologie temporelle proposée par Leschevsky. Maintenant, le mode d'être atemporel et le mode d'être temporel sont deux structures ontologiques différentes, obéissant à des logiques différentes et dont les entités obéissent à des principes ontologico-formels distincts. Donc, le pluralisme temporel affirme qu'il y a deux modes d'être, un mode d'être temporel qui est celui des êtres conscients et un mode d'être atemporel. Alors, cela signifie qu'en l'absence d'être conscient, la réalité est atemporelle et que les êtres conscients contribuent d'une certaine façon à la réalité temporelle. Une manière de comprendre cela, alors ce n'est pas la seule, mais c'est celle que je vais exposer rapidement ici, c'est de considérer que les êtres conscients contribuent à la réalité temporelle en produisant les propriétés temporelles. Tout ce dont nous faisons l'expérience, que ce soit des événements extérieurs ou des événements intérieurs, est toujours expérimenté comme étant présent. Les entités que nous percevons, tout comme les phénomènes psychiques dont nous sommes conscients, sont présents, possèdent la propriété d'être présents. Cette thèse a été développée par Ruder Becker. Selon Becker, on peut expliquer la contribution des êtres conscients à l'existence des propriétés A à l'aide de la notion de jugement. Selon Becker, pour qu'un événement quelconque soit présent, possède la propriété A d'être présent, il est nécessaire que, premièrement, je perçoive cet événement, deuxièmement, je juge percevoir maintenant cet événement, et troisièmement, que mon jugement soit simultané à ma perception de l'événement. Un événement est donc présent en vertu du fait que quelqu'un juge maintenant percevoir cet événement, et que ce jugement soit simultané avec cet événement. Si cet événement n'est pas perçu, il peut néanmoins être qualifié de présent s'il est simultané avec un autre événement qui répond aux conditions posées plus haut. Donc, les êtres conscients, selon cette théorie, imposent en quelque sorte les propriétés A aux entités appartenant au mode d'être temporel. Notons que cette thèse de la contribution des êtres conscients à la production des propriétés A possède des similarités avec la façon dont de nombreux théoriciens B expliquent nos croyances en l'existence des propriétés A. Selon Mellor, par exemple, les propriétés A et nos croyances en l'existence de telles propriétés est une nécessité pratique. Cependant, la différence essentielle est que pour ces théoriciens B, nos croyances ne correspondent pas à une réalité.
il n'y a tout simplement pas de propriété A. Cette thèse a été développée sous le nom du mythe du passage du temps. Elle est plus généralement une thèse antiréaliste selon laquelle tout ce qui dépend de l'esprit n'existe pas. Je ne vois pas de raison d'accepter ce point de vue. Les êtres conscients et les entités qui en dépendent existent, mais dans un mode différent des entités indépendantes de l'esprit. Les propriétés A existent bel et bien. Elles sont des caractéristiques irréductibles des êtres appartenant au mode d'être temporel. Donc, le pluralisme temporel partage avec la théorie dynamique du temps l'acceptation des propriétés A et l'acceptation du fait que ce sont ces propriétés qui fondent le changement. Il existe néanmoins une distinction importante, si on accepte ce que j'ai dit plus haut, entre le pluralisme temporel et la théorie dynamique du temps. Dans la théorie A, les propriétés A sont des propriétés intrinsèques des entités. Par contre, dans le pluralisme temporel, elles sont des propriétés extrinsèques. Les êtres conscients sont partie prenante de l'existence des propriétés A. Les propriétés A ne sont pas des propriétés intrinsèques des entités, puisqu'elles sont dépendantes des êtres conscients. Bien qu'extrinsèques, ces propriétés existent et font partie de la réalité. Et c'est ce caractère extrinsèque des propriétés A qui va permettre de résoudre, selon Becker, la contradiction qu'il y a entre la théorie dynamique du temps et la théorie de la relativité restreinte. Selon le pluralisme temporel, la simultanéité est locale. Elle est entre un événement mental d'une personne et un événement physique perçu. De ce fait, la simultanéité est relative à un référentiel, comme le soutient la théorie de la relativité restreinte. Pour citer Becker, la physique fait toujours appel aux relations avant-simultanées A, seulement maintenant, selon la conception standard, elles sont relatives à un référentiel. De la même manière, la métaphysique peut toujours utiliser passé, présent et futur, ou être passé, être présent et être futur. Seulement maintenant, ces propriétés doivent être considérées comme relatives aux êtres conscients. Donc, les propriétés A sont relatives à un référentiel qui est un être conscient. Dans le pluralisme temporel, nous ne pouvons pas dire qu'un événement est présent de façon absolue, mais uniquement qu'il l'est relativement à un être conscient qui le perçoit. Ensuite, le pluralisme temporel possède un second mode d'être, qui est le mode d'être atemporel, et les entités de ce mode d'être ne possèdent pas de propriété A et ne sont pas soumises au changement. Il existe uniquement des relations B entre ces entités. Donc le pluralisme temporel partage avec la thèse de l'espace-temps l'acceptation des relations B et même l'acceptation d'un monde atemporel. La différence essentielle est que le pluralisme temporel accepte aussi l'existence des propriétés A, comme nous l'avons vu, et qu'il permet donc de rendre compte du changement. Ce sont à peu près, je pense, les deux avantages du pluralisme temporel sur les théories présentistes d'un côté et éternalistes de l'autre. Donc j'aimerais, dans les 5 minutes qui me restent, terminer avec un exemple de ce que pourrait être cette théorie du pluralisme temporel. Alors, cet exemple ressemble un petit peu à l'exemple proposé par Nick Effingham hier, avec une ontologie d'un côté du stuff et de l'autre des choses ou des objets. Alors, seulement, j'ajoute quelque chose qui est encore moins accepté, qui est le fait que nous découpons le stuff en objets, et que les objets n'existent pas indépendamment de nous. Alors cette thèse a été formulée d'une manière différente par Michael Jubien. Je vous donne la citation que vous avez dans l'exemplier, qui résume la thèse ontologique de Jubien. Je fais très vite. Le monde n'est pas naturellement divisé en une gamme de choses discrètes. Il consiste plutôt en stuff, étalé plus ou moins irrégulièrement et plus ou moins densément dans l'espace-temps. À partir de ce qui vient de nous, à savoir le schème conceptuel, le stuff occupant une région spatio-temporelle peut être considéré comme constituant une chose, alors que le stuff occupant une autre région ne constitue pas une chose. Mais découper le monde en choses, selon notre façon, n'est pas contraint par les caractéristiques intrinsèques de la distribution du stuff qui est devant nous. Il peut être vrai que, étant donné la façon dont nous sommes faits, le découpage du monde que nous faisons est en quelque sorte optimal ou généralement avantageux. Mais un tel fait ne dépend pas d'une caractéristique intrinsèque de la distribution du stuff en dehors de nous.
Donc j'affirme comme doctrine ontologique fondamentale que le matériel brut de l'univers physique est le stuff, non les choses, et que l'organisation de ce stuff en choses est donnée par nous. Dans ce paradigme, nous avons deux types d'entités distinctes, le stuff d'un côté, les choses de l'autre. Par stuff, on peut comprendre le contenu matériel des régions d'espace-temps, les morceaux de matière quadrimensionnelle dont parlait Nick Effingham, et par chose, on peut entendre les objets ordinaires. La thèse de Jubien est que le monde est constitué de stuff non individué et que l'organisation de ce stuff en objets provient de nous, c'est-à-dire dépend des êtres conscients. Les objets ordinaires proviennent de notre schème conceptuel et de notre équipement physiologique. C'est la façon dont nous sommes constitués et la façon dont nous percevons et pensons le monde qui nous pousse à accepter l'idée que le monde est constitué d'objets. Selon le pluralisme temporel, ces deux catégories ontologiques appartiennent à deux modes d'être différents. Le stuff, ou les morceaux de matière quadrimensionnelle, le stuff est indépendant de l'esprit et appartient au mode d'être atemporel, alors que les objets ordinaires sont dépendants de l'esprit et appartiennent au mode d'être temporel. Cette appartenance à des modes d'être différents permet de rendre compte des différentes conditions d'identité et de persistance attribuées classiquement, notamment par Marc Ossian, à ces deux types d'entités. Pour le dire très rapidement et pour finir, j'en ai terminé, le stuff est une entité quadridimensionnelle, persiste dans le temps en ayant des parties temporelles, ne possède pas de propriété temporelle intrinsèque, et le monde du stuff est un monde qui ne change pas, alors que le monde, notre monde, le monde des êtres conscients, le monde des objets ordinaires, est un monde dans lequel les objets sont des objets tridimensionnels, possèdent des propriétés temporelles et sont soumis au changement. Et je pense que l'acceptation des deux modes d'être peut permettre d'articuler ces deux mondes. Je vous remercie. Merci beaucoup.